Alors voilà, est-ce que c'est ça qui se passe quand il n'y a pas de communication ou alors quand il y a trop de communicants qui se retrouvent tous en concurrence dans un gouvernement et où chacun veut tirer la couverture à soi? Parce qu'on a l'impression que tout se réduit à de la communication aujourd'hui, Valérie Lecable. Écoutez, je pense que c'est l'inverse qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est des hommes politiques qui sont en fonction, qui sont en train de faire leur travail. Et la communication ne décide pas, elle révèle. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'un bon politique est par essence même un bon communicant. Parce que le travail d'un politique, c'est non seulement de concevoir, de décider, de mettre en œuvre, etc. Mais c'est aussi d'expliquer, de faire valoir, de montrer. Pourquoi? Parce qu'un politique, il dirige un pays. Un pays, c'est des gens, sont des hommes, sont les Français, sont vous, c'est moi. Et c'est normal que quand on a été un élu de la nation, quand on a été choisi pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État, quand même, c'est pas rien d'être un ministre de la France, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même normal qu'on prenne le temps d'expliquer ce qu'on fait, de raconter, de mettre en perspective et de raconter une histoire. C'est ce que dit Manuel Valls dans son discours, il dit dire l'essentiel. C'est ça qui rendra la confiance. Comment est-ce que vous voulez que les gens comprennent ce que vous faites si vous ne leur dites pas? On n'est plus. Moi, je pense qu'on a changé d'époque. Il y avait une époque, on faisait les choses dans le secret du cabinet. On me rappelait tout à l'heure qu'il y avait une époque à l'Assemblée nationale, les ministres, quand ils parlaient, ils avaient un Clémenceau parlait comme ça, il n'avait même pas de micro et personne ne pouvait le voir à l'extérieur. C'était une autre époque. Aujourd'hui, ils font la même chose, mais ils sont soumis à raconter ce qui se passe. Parce que tout le monde, les Français qui nous regardent ce soir, ils regardent ce qui se passe, ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils ont le droit, ils font partie d'une histoire qui est collective, qui est collaborative en plus, où ils ont un avis, ils vont aller voter, ils vont aller, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas le politique et la communication, il y a un ensemble d'une alchimie qui vit ensemble. De toute façon, la communication n'invente rien. Soit vous êtes un bon politique, soit vous n'êtes pas un bon politique. La communication ne sert qu'à mettre en perspective, à raconter l'histoire que vous êtes en train de faire, à raconter votre action, parce qu'il n'y a de bonne action que admise et expliquée. Et c'est pour ça que ce mot de Manuel Valls qu'on a entendu, il est absolument fondamental. C'est ce mot de confiance. Quand la confiance est là, les choses marchent. Quand Lionel Jospin était au gouvernement et que les gens avaient confiance en ce qu'il faisait, ça a marché. Quand, je ne sais pas, on voit Alain Juppé, il parle de quoi? Moi, il m'amuse, Alain Juppé, il est très populaire en ce moment en même temps, mais quand il y avait eu l'histoire en 95, droit dans ses bottes, etc., est-ce que c'est une erreur politique qu'il a faite de mener jusqu'à son terme la réforme des retraites? Ou est-ce que c'est une erreur de communication? C'est bien évidemment... C'était un défaut de communication qui a fait... Non, à la base, c'est un contexte politique qui n'est pas passé, si vous voulez. Mais je pense qu'on ne peut pas incriminer tout l'un ou tout l'autre. Je crois qu'il faut mettre les deux ensemble parce que la communication fait partie du job du politique, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que François Hollande, il dit toujours les communicants, parce qu'il est son propre communicant de lui-même. Alors après, c'est vrai qu'il y a des techniques, il y a une professionnalisation des choses et que Manuel Valls les maîtrise parfaitement parce que ça a été son travail pendant longtemps. Il avait fait ça auprès de Lionel Jospin à Matignon. Et il connaît bien. C'est vrai qu'il y a des trucs, on ne va pas dire le contraire. Il y a des manières de faire, etc. Mais pour moi, tout ça, c'est un tout. C'est une personne. Parce que la base, et je termine, c'est l'authenticité qui compte. Un bon politique, c'est un politique authentique. Et s'il est authentique, il va faire une bonne com. Voilà. Et alors, dans le cas du gouvernement Ayrault, la mauvaise com, c'était parce qu'il n'y avait pas de communicants Je ne sais pas si c'était de la mauvaise com. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y avait pas de coordination de la communication gouvernementale. Ça, c'est quelque chose qui a sauté aux yeux de tout le monde. Parce qu'en réalité, François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est pas communicateur, c'est pas Valls. Ce n'est pas dans leur gène. On a l'impression que la communication, pour eux, c'était l'accessoire. C'est vrai que la communication politique, elle n'a pas bonne presse. Et on voit bien pourquoi. Parce que le mensonge, parce que les promesses non tenues, parce que l'action qui n'aboutit pas, parce qu'on promet l'inversion de la courbe du chômage et qu'on sait qu'elle n'arrivera pas. C'est ça qui tue la communication politique au sens où on l'entend. Il ne faut pas confondre la communication des politiques, leur image. Voilà, par exemple, un ancien président de la République qui, pour raconter sa vie de famille, emmène tout le monde en Guyane. Une actuelle femme de l'actuel gouvernement qui, 2 jours après son accouchement, qu'on voit dans Paris Match, par exemple. Ça, c'est la communication des politiques et ça, c'est leur image. Et ça, il faut le bannir parce que c'est la pipolisation. Ça, il faut la bannir. Contrairement à la communication politique, qui est le discours des hommes politiques, qui donne du sens, qui donne du contenu, qui donne de la vision, qui donne de la perspective, qui embarque un pays. Il ne faut pas confondre les deux. Lorsqu'on a de la vraie communication politique, tout fonctionne en réalité.
tout avance. Regardez, on parlait tout à l'heure, Lionel Jospin, c'était pas un grand communicant, et pourtant, il donnait du sens à sa communication. Résultat, il n'était même pas au deuxième tour des élections présidentielles. Oui, c'était exact. Mais d'accord, mais alors non, que mais des n'empêche- résultats formidables. Mais n'empêche que les résultats étaient là. Là où je diverge avec Valérie, Alain Juppé, il a fait montre d'un courage inouï. Lorsqu'il en 95, il vient à l'Assemblée, il fait un discours qui est unanimement salué et qu'il engage la réforme des retraites, qu'on n'a pas faite jusqu'au bout, qu'on aurait déjà dû commencer, on n'a pas été jusqu'au bout. Lorsqu'il fait la réforme de l'assurance maladie, toute la France se lève. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait 25 ans après, on fait ce qu'il avait dit. C'était pas un problème. Je crois que c'était plus un problème de communication. Sur les retraites. Bien sûr, c'était plus un problème de communication dans la forme, mais le courage était là, le sens était là, le contenu était là. Alors, les ennemis de la communication, Thomas Guénolé. Vous savez, moi, je le vois bien dans ma circonscription. On observe une tension croissante entre la montée du chômage et celle de la précarité. Les Français veulent de véritables réponses. Et veulent une rupture avec les réformes du passé et les méthodes du passé. Voilà pourquoi je propose une refondation du pacte républicain sur ces questions cruciales, sans langue de bois. Bien entendu, je viens de ne rien vous dire. Voilà. Autre version. Vous savez, je ne crois pas qu'on puisse vraiment jeter la pierre à la communication politique. La communication politique, c'est avant tout de pouvoir réussir à construire un message ensemble pour pouvoir fédérer l'ensemble de la population sur un programme qui réponde véritablement aux attentes des citoyens et nous permette ainsi d'avancer sur la voie de réformes profondes. Et bien entendu, il faut distinguer la communication des politiques de la communication politique. La communication des politiques, c'est mal. Mais la communication politique, qui est accessoirement mon métier, c'est bien. Ce que je veux dire par là, c'est que pour en revenir au cœur de notre sujet et pour en revenir à des paroles ayant un sens sur le fond, il y a, à mon avis, 3 gros problèmes. Après, il peut y en avoir plein d'autres. Mais à mon avis, il y a 3 gros problèmes qui peuvent se poser. Problème numéro 1, une personnalité politique qui n'a rien à dire, mais qui veut quand même dire quelque chose et qui recrute pour ça un publicitaire. Et ça donne, moi, ma gauche, c'est la gauche efficace. Ça donne Manuel Valls. Efficace pour quoi faire, on ne saura pas, etc. Deuxième problème, deuxième grand problème, la personnalité politique qui va miser, qui va fonder tous ses positionnements sur des enquêtes auprès des consommateurs. Ça donne ce que j'appelle un homme politique invertébré, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. 3 enquêtes avant, pendant, après, pour savoir. Et la moindre position prise par Nicolas Sarkozy vient d'une enquête quali, au moins une, et au minimum une enquête quali. Troisième possibilité, alors pour ne pas quand même tout mettre sur le dos des publicitaires, il y a aussi le cas où une personnalité politique a du contenu, recrute des communicants pour améliorer la forme du message, pour pouvoir optimiser la façon dont il sera diffusé et compris, et ensuite n'écoute pas et n'en fait qu'à sa tête et va lire ses notes en plan fixe pendant 2 heures. Ça, c'est la campagne de Lionel Jospin en 2002. Et j'ajouterai une chose, la communication, c'est au moins une quinzaine de métiers, si ce n'est pas plus. Ce qu'on appelle communication, les 3 personnes qui sont là le confirmeront, je pense, il y a vraiment une grande variété de métiers qui sont derrière ça. La plupart des personnalités politiques ne savent pas de quoi on parle et donc s'en remettent à des publicitaires, comme on donne les clés de sa campagne à un autre pilote, et vous vous retrouvez avec une campagne publicitaire au lieu d'avoir une campagne électorale. Le problème le plus grave et le plus fréquent, c'est quand vous confiez à quelqu'un qui a une compétence en marketing la définition du produit. Vous vous retrouvez avec un magnifique emballage vide. C'est ça l'un des problèmes les plus courants. Il y en a d'autres, hein. Mais en résumé, à mon avis, les principaux problèmes sont là. La communication politique, c'est bien quand ça sert à mettre en valeur le produit, c'est-à-dire la position politique, le programme politique, ce qu'on propose aux Français. En revanche, quand ça sert à faire concrètement du pipotron pour masquer du vide ou pour occuper le terrain médiatique avec des horreurs du genre la stratégie de sidération, comme on dit, c'est-à-dire occuper les médias à tout à trac, dire n'importe quoi du moment que je passe à la télé, si vous voyez de qui je parle. Si on est comme ça, dans cette situation en boucle, il ne faut pas s'étonner si après vous vous retrouvez avec un Français sur 2. Non, pardon. 70% des Français, entre 70 et 80% des Français, c'est un sondage de janvier, n'ont aucune confiance dans la classe politique tout entière. Donc ils s'abstiennent ou votent contre le système. Et puis vous avez quelque chose comme 80% de la population française qui n'a rigoureusement aucune confiance dans les médias. Donc je voudrais juste signaler que pendant qu'on est en train de faire des slogans du genre « changer la vie tous ensemble », d'un point de vue civique, la maison brûle. Voilà.
Orgorius, vous êtes d'accord avec ce... Oui, globalement, tout à fait d'accord. Alors, pour compléter ce que vous venez de dire, alors c'est vrai que la communication, c'est extrêmement professionnalisé depuis les années 80, qu'il y a de nouvelles techniques et que ces techniques accompagnent une évolution médiatique. On peut comprendre aujourd'hui que des politiques s'entraînent, fassent des média training, mettent en forme leur message. On peut comprendre cette nécessité. Mais il y a des dérives très fortes, et une des dérives qu'on n'a pas évoquées, c'est notamment cette obsession de maîtriser l'agenda médiatique. Ça, c'est vraiment ça a été très très fort sous Nicolas Sarkozy. On a appelé ça l'hyper-présidence. On a vu que Nicolas Sarkozy avait des stratégies de saturation de l'espace médiatique. Quand il perdait la main, il essayait de la récupérer en lançant des contre-feux. Et on voit déjà dans les prémices de l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, on voit à quel point il y a cette obsession de garder la main, donc d'imposer une histoire, d'imposer des thématiques par le haut, qui sont très souvent élaborées avec le communicant, ce qu'on appelle du storytelling, et sont des histoires qui viennent d'en haut et qui très souvent sont hors sol, ne parlent pas de la réalité, sont déconnectés de la réalité. Et on a donc des communicants et des politiques qui ne parlent pas de ce qui concerne les citoyens ou de ce que les citoyens attendent ou de ce qu'ils vivent. On a des politiques qui ont une parole qui deviennent inaudibles. Et ça conduit effectivement, comme vous le disiez, à de la défiance, du discrédit et de l'abstention dans les urnes. Donc là, c'est une vraie dérive de la communication assez récente qui date des années 2000. Et c'est aussi la première fois à Matignon qu'on a un communicant confirmé, après Jean-Pierre Raffarin. Donc c'est vraiment une des dérives assez récentes, mais qui existent. Pourquoi après Jean-Pierre Raffarin? Le premier communicant à avoir été Premier ministre, c'était Jean-Pierre Raffarin. Ça s'est senti dans son discours. Et ça s'est senti dans ces fameuses raffarinades notamment et autres. On en entendra quelques-unes tout à l'heure. Daniel Schneiderman. Je sais pas, moi je voudrais peut-être déporter un peu le débat. Ça me paraît pas si neuf. D'abord, je veux dire, ça me paraît pas si neuf. On dit, est-ce que je veux dire, depuis que je suis la politique, j'entends dire, est-ce que la com va tuer la politique, etc. Je veux dire, évidemment que les politiques font de la com. Les raisons pour lesquelles ils en font ont très bien été rappelées. Je veux dire, ils doivent s'adresser à leur peuple, aux autres, etc. Je suis désolé. Je veux dire, quand César écrit La guerre des Gaules, il fait de la com. Quand Napoléon rédige lui-même les bulletins de la Grande Armée, il fait de la com à destination des Français. On finira d'ailleurs tout à l'heure sur Napoléon, parce que c'est le précurseur en tout. Et à destination des étrangers décoalisés qui font impressionner, etc. Donc il y a strictement rien de neuf. Je veux dire, ce qui s'est passé là avec le changement de gouvernement, Valls à la place d'Ayrault, etc. 15 jours à nous faire le feuilleton de qui va succéder à Ayrault, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir, et ensuite les ministres, les caméras dans les voitures, etc. Je veux dire, il n'y a rien de neuf. Il y a eu effectivement... c'est pour le gouvernement cette nécessité, on va dire, de jeter une cacahuète à l'opinion, puisqu'il y avait eu ces municipales catastrophiques, l'abstention et le score de la droite. Comme de toute façon, il avait été décidé que la politique ne changerait pas et que la politique resterait les 50 milliards d'économies du pacte de responsabilité. Donc là, on pouvait, je veux dire, on avait beau essayer de mettre tous les rubans possibles de toutes les couleurs, le paquet ne changeait pas. Ben, il fallait faire un effet, etc. Alors l'effet qu'on a choisi de faire, c'est un, ça va être plus efficace, deux, ça va aller plus vite. Voilà, alors ça va être plus efficace, machin, bidule. C'est un slogan publicitaire, plus fort, plus vite, plus haut, je crois. Et ça va aller plus vite. On ne sait pas vers où. Enfin, si, ça va aller plus vite vers les 50 milliards d'économies et le pacte de responsabilité et l'application de la politique qui est décidée à Berlin et à Bruxelles. Bon, mais enfin, ça va aller plus vite. Mais si vous voulez, ça, je dirais qu'il n'y a rien de neuf et à la limite, vous faites votre métier. Vous faites votre métier, c'est très bien que vous le fassiez. Et attendez, je termine. Et c'est très bien que vous le fassiez. Il y a toujours eu alors ça portait d'autres noms, ça s'appelait pas des communicants, mais enfin vous avez de très très nombreux prédécesseurs et devanciers. Bon, mais en revanche, moi ce qui me paraît important, c'est de souligner quand même face à ça ce que doit être le rôle des journalistes. Excusez-moi de le dire. Je veux dire, que vous fassiez votre métier, c'est formidable. Mais le boulot des journalistes, c'est justement de ne pas être dupe du métier que vous faites. Le boulot des journalistes, c'est soit, j'ai envie de dire, soit de vous ignorer,
de vous ignorer. Et moi, j'aurais préféré. Enfin, je veux dire, j'ai été absolument effaré de voir les heures d'information continue qui ont été consacrées au changement de gouvernement et à la com et à la mousse. Et le boulot des journalistes, c'est ensuite de déporter le regard, de dire voilà, on nous occupe avec des gesticulations, mais l'important est ailleurs. Je pense que c'est le fait qu'effectivement, il y a aujourd'hui en France, j'ai envie de dire, de moins en moins de médias et de moins en moins de journalistes qui font ce travail-là. C'est ça qui est un souci, plutôt que le fait que, mesdames et messieurs, vous fassiez votre boulot. Alors, réponse très rapide, mais d'abord Arnaud Champremier, qu'on n'a pas encore dû, Trigano, pardon. C'est la faute des journalistes ? Ça, c'est quand même l'obsession de Daniel Schneiderman qui fait très bien de décrypter, et à juste titre, je pense, le travail des journalistes qui ont une part de responsabilité à la société médiatico-politique dans laquelle on est. Et cette société de spectacle, elle tient beaucoup à la nouvelle façon de faire du journalisme, en particulier aux chaînes Tout Info, qui ont bouleversé la communication politique et qui ont bouleversé l'information en général, puisque chaque jour il y a une nouvelle histoire, et donc le politique, Sarkozy ou Manuel Valls, qui sentent ça, vont chaque jour créer une histoire et inventer une petite histoire, sachant que l'une balaye l'autre et qu'on passe de l'une à l'autre. Je voudrais juste revenir sur une chose qui a été dite, parce qu'on a parlé de publicitaire, et c'est pas le même métier. Oui, je sais, moi j'ai mis en cause des publicitaires. Tout à fait, mais vous avez raison, parce que c'est bien le problème, c'est les publicitaires. Il y a deux façons de faire de la communication, c'est quand on vend un produit ou quand on fait passer un message. Donc il y a un publicitaire qui va vendre le produit, pour ça il va séduire, c'est un travail de séduction, et puis il y a passer un message qui est un travail de conviction. On a toujours eu de la communication politique, c'est-à-dire un travail de conviction. Que faire de Lénine, c'est un bouquin où il explique comment convaincre. Gramsci, il a travaillé comment convaincre. Donc la communication politique au sens de la conviction, elle est là depuis toujours, chez tous les politiques. Au début des années 80, au milieu des années 80, on a vu arriver des publicitaires, c'est-à-dire des gens qui vendaient des yaourts, des gens qui vendaient des bagnoles. Ils sont arrivés avec des méthodes de marketing. Et ça a complètement bouleversé. Pourquoi ils arrivent à ce moment-là ? Ils arrivent parce que la méthode est nouvelle, que les médias sont là et que donc ça fait plaisir à tout le monde, que ça fait moderne. Mais ils arrivent aussi parce que le propos politique, le message politique, il n'est pas aussi fort qu'avant. Et du coup, il commence à s'atténuer un petit peu entre la droite et la gauche. Et donc, quand on n'a plus vraiment d'offres politiques à mettre en lumière, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des effets de manche. Donc on fait des slogans. Et on parlait des slogans avant l'émission. Ensemble, c'est mieux que tout seul. Ensemble, français, la France, fort, demain, le changement, différent, machin. C'est-à-dire que depuis 1980, si on prend tous les slogans du PS et de l'UMP, du candidat PS ou UMP ou RPR-UDF, et on prend ces trois mots-là avec les synonymes, on a tous les slogans. C'est-à-dire que les slogans disent rien. Les slogans cherchent à séduire, et pour séduire, on veut séduire le plus grand nombre. Donc on est consensuel et on essaye de... Voilà. L'obsession de Hollande sur la campagne, et son défi en même temps, c'était quoi ? C'était de ne pas trop baisser. Il était à 65% d'intention de vote quand il démarre la campagne. Donc il faut rassurer, il faut séduire. Mais il ne faut pas essayer de convaincre, il ne faut pas essayer de passer un message. Je vais vous donner la parole, mais il se trouve que vous avez parlé d'une époque qui est charnière, effectivement. Alors revenons un petit peu avant le milieu des années 80, revenons en 1981. À l'époque, François Mitterrand vient d'être élu président de la République, et à l'époque, il n'y a pas encore de conseiller en communication, hein. On est encore dans la symbolique, et à la télévision, on va le voir entrer au Panthéon, la rose à la main, un moment inoubliable de la télévision, réalisé par Serge Monati, qui va d'ailleurs nous rejoindre, mais qui a été revisité, ce moment inoubliable, 10 ans plus tard, dans un mini-documentaire, la véritable histoire des roses du Panthéon. Je propose de regarder un extrait pendant que Serge Monati va venir nous rejoindre.